Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Ariane Olive, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes avocate et fondatrice associée de Spark Avocat. C'est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, en fusion-acquisition, en levée de fonds et en private equity. Vous faites aussi un petit peu de restructuring. Les enjeux qui sont les vôtres et votre défi, en fait votre ADN plus qu'un défi, les défis auxquels vous faites face aujourd'hui. Alors, les enjeux qui sont les nôtres sur la profession... Oui, les enjeux plutôt, oui, c'est ça. C'est clairement la partie legal tech, intelligence artificielle, avec, comme dans tous les métiers, une sorte de mécanisation, on va dire, possible d'un certain nombre de tâches. Ce qui, chez Spark, n'est pas un sujet dans la mesure où on s'est toujours positionné, justement, exclusivement sur les tâches à très forte valeur ajoutée. Et c'est, à mon avis, le défi, aujourd'hui, de toute la profession, que de rester et de se focaliser toujours plus sur ces tâches à forte valeur ajoutée. Pas très fan des legal tech et de l'intelligence artificielle. Complètement. Ah bon, d'accord, j'arrivais pas à arbitrer dans ce que vous me disiez. Non, moi, j'y vois au contraire une offre complémentaire et voire des béquilles, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir les utiliser sur un certain nombre de tâches, même pour nous en interne. Donc non, au contraire, moi j'ai toujours regardé ça d'un très bon œil, parce que aussi on avait fait ce choix de ne pas se mettre en frontal avec eux, si je puis dire. D'accord. Et également le recrutement. Eh bien oui, exactement, avec comme tout le monde. Hein. Une guerre, exactement, comme dans tous les secteurs, sur les talents, sachant que nous, on est une structure, une petite structure, hein, on est une petite quinzaine, donc on cherche des personnalités, mais on est dans un métier dans lequel, bien évidemment, on cherche aussi de la compétence technique. Évidemment. Et puis on cherche de l'ouverture, on cherche, voilà, donc c'est forcément un peu tendu. Vous ne trouvez pas aujourd'hui, si vous voulez recruter. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Donc il vous faut des jeunes juristes brillants. Exactement. Et sympas. Qui ont envie de se faire plaisir. Créateurs d'entreprise. Vous avez la particularité de vous considérer, et c'est vrai, comme une créatrice d'entreprise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, il y a l'ADN chez vous, c'est la création de valeur. Alors, il faut que vous m'expliquiez ce que vous mettez dans la création de valeur. Est-ce qu'il s'agit, lors d'une opération, de valoriser au mieux une entreprise qui doit être cédée ou pas? Ou où est-ce que ça se situe? Alors, la création de valeur, pour nous, en tant qu'avocat, ça tourne autour de plusieurs choses. Déjà, ça tourne autour de la simplification. C'est une chose bête, mais il y a quand même beaucoup trop de clients. Nous, on travaille en circuit court avec des entrepreneurs de petites, moyennes entreprises ou, on va dire, petites ETI. Donc, avec des gens qui portent une vision et qui sont décisionnaires de la stratégie à mettre en œuvre à l'appui de cette vision. Et ces gens-là, en fait, ils sont en recherche de solutions rapides. Ils ont souvent très peu de temps. Et donc, souvent, le problème du droit pour eux, c'est le champ de contrainte et la complexité, ou le jargon. Donc c'est vrai que premier élément de création de valeur, ça paraît tout bête, mais c'est la simplification, la simplicité. Et ça, y compris dans les schémas de montage qui parfois sont un peu complexes, mais qu'on essaye de garder au plus simple. Le deuxième élément de création de valeur, c'est vraiment quelque chose qui recoupe notre ADN, qui est être un bras droit, un service juridique externalisé. C'est-à-dire qu'on veut être membre complet de l'équipe de nos clients et on est invité par eux à tout un tas de décisions qui sont même non juridiques. Et j'ai coutume de dire que c'est là qu'on sait d'ailleurs qu'on a gagné la confiance de nos... Ah, vous vivez un peu avec eux? Ah, on vit complètement avec eux. C'est une relation de long terme, donc. Ah oui, exactement. Et puis c'est notre passion, en fait. Moi, je me lève le matin pour ça, pour parler à des entrepreneurs, découvrir des personnalités, des modèles. Vous êtes 13 dans le cabinet ou 14. Comment vous pouvez couvrir tous vos clients si vous vivez quasiment avec eux? Alors déjà, c'est la réputation de notre profession, mais elle n'est pas usurpée, on y passe un certain temps. Et puis, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais on n'a pas l'intégralité du tissu économique français comme client, donc ça se gère. En tout cas, vous êtes sur des secteurs qui, pour moi, je considère ces secteurs un petit peu comme des vigies de l'activité, fusion-acquisition, les levées de fonds, le private equity. Je ne vais pas vous décrire le monde dans lequel on vit en ce moment, un monde d'incertitude, un monde de virage de politique monétaire. Comment est-ce que vous y voyez quelque chose et comment est-ce que vous regardez la tendance du M&A et du private equity pour essayer de voir un petit peu dans quel monde nous sommes et dans quel monde nous allons, vers quel monde nous allons? Alors ça, c'est une vaste question, mais alors déjà, nous, on intervient... Est-ce que ça va bien en ce moment ou est-ce que vous vous dites ouh là 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 là, on se dirige vers des semaines qui vont être compliquées? Pour l'instant, rien ne laisse l'entrevoir. Après, ce que je voulais juste dire, c'est que le marché du M&A, donc de l'acquisition-cession, comme le marché du private equity, LBO, levée de fonds, il se segmente par taille. Et nous, on intervient sur une taille qu'on a coutume d'appeler le small SMID, donc de 0 à grosso modo 50 millions d'euros de valeur d'entreprise, levée de fonds, etc. Et donc, dans ce secteur, aujourd'hui, il y a une très grande dynamique, alors comme dans tous d'ailleurs, tant sur la partie opération d'acquisition-cession que sur la partie levée de fonds. Est-ce qu'il y a de l'instabilité? De l'instabilité, pour l'instant, moi, je ne l'aperçois pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même quelques atermoiements dans les process qui sont liés principalement, on va dire, à l'anicroche de la crise sanitaire pour un certain nombre de secteurs. D'accord.
Voilà, je pense que c'est ce que la vigie est plutôt porteuse de bonnes nouvelles. Ouais, parce que là, c'est le moment qu'on vit avec les incertitudes globales, le retour de l'inflation, les politiques monétaires qui vont changer. Le monde financier dans 12-18 mois sera pas le même. C'est clair, voilà. C'est clair. Bon, on en reparlera à ce moment-là. Il y a aussi une autre question qui m'est venue en imaginant l'univers dans lequel vous évoluez, c'est l'endettement des entreprises. On n'a pas vu les vagues de faillite qu'on redoutait. Elle n'est pas là, cette vague de faillite. Est-ce que vous avez l'impression que l'endettement des entreprises, la période de remboursement des prêts garantis par l'État, finalement, c'est une bombe à retardement? Ou que ça peut... vous pensez? Oui, je pense quand même. Alors, j'écoutais, et je ne les ai pas mémorisés malheureusement, mais les derniers chiffres de Nicolas Dufourcq sur justement les défaillances d'entreprises en 2021, qui n'ont toujours pas atteint en 2021 on est très en dessous. On est très en dessous. Donc on est clairement dans un maintien de perfusion sur un certain nombre de secteurs. Là, il va arriver quand même un moment un peu critique, c'est qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ont prorogé les dates de remboursement de leur PGE, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu donc cette année de prorogation octroyée. Oui. Là, je pense quand même qu'on va faire face à un certain nombre de difficultés. Alors nous, on voit déjà pas mal de clients qui convertissent leur PGE en moyen terme. Et qui parviennent à le faire parce qu'ils montrent justement à leurs partenaires bancaires des signes non seulement de reprise, mais on va dire de retour à la croissance. Est-ce que justement la conjoncture actuelle particulièrement, même si c'est un peu une banalité de le dire en ce moment, mais pour ceux qui travaillent avec le monde, directement ou indirectement de la Russie, va permettre à autant de sociétés qu'on le pensait, même en plus ou moins bonne forme, de convertir leur PGE? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a une grande partie qui ne pourront pas les convertir parce que les partenaires ne suivront pas et pour lesquels, là, normalement, et Dieu sait qu'on ne le souhaite pas, mais normalement, on devrait voir la vague arriver, quoi. Alors, Yann Olive, je crois que vous avez gardé un souvenir assez ému de 2008-2009, quand même. Oui, c'est vrai. Vous vous dites qu'on pourrait retrouver un univers qui ressemble un petit peu à celui-là, avec tout d'un coup une dégringolade des valorisations. Je ne sais pas. Pour l'instant, la pandémie n'a pas du tout... Enfin, la crise qui l'a entourée a été, bon, dans notre vision et sur notre secteur, vraiment très conjoncturelle, très serrée. Donc moi, j'y ai pas vu de parallèle avec 2008. J'ai trouvé que le rebond avait été très rapide. Après, là, comme vous disiez très justement, on est entré il y a quelques semaines dans une nouvelle ère. Et dire ce qu'elle manifestera d'ici 12-18 mois, ça, je ne suis pas capable de le formuler. Vous croyez à la RSE, la finance responsable? C'est des univers un petit peu... tout ce qui est extra-financier, c'est pas exactement votre domaine, mais vous y croyez? On a l'impression qu'on peut pas faire l'impasse, mais qu'à côté de ça, il y a une forme de scepticisme encore. Ça, c'est un sujet passionnant. Alors, on y croit, mais surtout, on est obligé d'y croire. Voilà. Parce que là, non, mais c'est ça. Tant sur le financier que sur l'extra-financier. Je rediscutais encore récemment avec un fonds d'investissement qui me disait que clairement, ça y est, c'est entré dans les grilles de valorisation des cibles dans lesquelles ils envisagent d'investir. Tant la partie reporting financier que la partie reporting extra-financier. Et en plus, vous devez savoir qu'il y a une nouvelle directive européenne. Donc, il y en a une qui vient de passer sur la partie financière, une qui vient de passer également sur la partie extra-financière et qui va être implémentée là en droit français. Donc c'est clair, cette nouvelle directive va viser y compris les non-cotés de plus de 250 salariés. Donc plus de 250 salariés, c'est déjà une certaine taille de boîte. Mais moi, je vois, pour en parler même avec des entrepreneurs de plus petite taille, ils sont convaincus, parce qu'ils travaillent, eux, avec des grands comptes, que de toute façon, ils vont y passer, si vous me passez l'expression. Oui, je vous la passe. De façon quasi immédiate. Donc nous, c'est un sujet qu'on discute maintenant quotidiennement avec nos clients, en leur disant, qu'est-ce que tu as mis en place sur cette partie-là? Comment est-ce que tu commences à te structurer petit à petit pour justement ne pas être pris en défaut ou en mal dans 18 mois, quoi. Ouais, celui qui n'a pas suffisamment de clairvoyance à ce sujet, ça deviendra un obstacle terrible, alors qu'il faut en faire une opportunité, même si c'est par la contrainte, parce que ça va être par la contrainte. Ah, ça va être par la contrainte, clairement. Merci Ariane Olive pour tous ces éclairages. Bonne nouvelle, la vigie est plutôt rassurante en ce moment, en tout cas. Donc avocate et fondatrice associée de Spark Avocat.